Bonjour et bienvenue au Forum Radio J. Donc vous êtes l'invité Olivier Véran. Bonjour. Bonjour. Alors face à la menace d'une quatrième vague, c'est vous-même qui en avez parlé, c'est un été encore plus compliqué qui s'annonce. Les experts et l'Académie de médecine militent en faveur de la vaccination obligatoire. Comment imposer, on va dire, cette arme de la contrainte, quand, comment et à qui l'imposer, et quid de l'extension aussi du pass sanitaire. Et puis à 9 mois de la présidentielle, cette menace sanitaire qui pèse sur la France laisse-t-elle encore un espace pour lancer de nouvelles réformes, notamment celle des retraites d'ici à 2022. Mais pour commencer, les contaminations continuent à remonter hier samedi, tandis que la décrue du nombre de malades hospitalisés, a priori, se poursuit. Alors que se passe-t-il exactement ? Est-ce qu'on n'est pas en train de revivre ce qu'on a connu l'été dernier ? Et on va, si vous voulez, on précise les chiffres. Nombre de nouveaux cas quotidiens. Hier, c'était 4696 contre 4580 vendredi et 3006 il y a une semaine. Donc, il y a quand même une augmentation. Et puis, à l'échelle du pays, il y a plus de contamination, mais pas, a priori, de déferlement dans les hôpitaux. Est-ce qu'on peut en conclure que ce n'est pas si grave que cela ? Il y a des points communs avec l'été dernier et des points franchement différents. Le point commun avec l'été dernier, c'est que l'épidémie repart au cœur de l'été. Et qu'elle repart en partant d'un nombre de contaminations assez bas. Vous l'avez dit, on était tombé à moins de 2000 contaminations par jour. L'autre point commun, c'est que l'épidémie repart à partir des jeunes, puisque ce sont les 20-40 ans qui sont le plus contaminés. Donc un autre point commun, qui est la conséquence de cela, c'est que l'impact sanitaire, la charge hospitalière, pour l'instant, n'augmente pas. C'était exactement la même chose l'été dernier. Souvenez-vous, il y avait même des débats, des scientifiques qui vous expliquaient que les jeunes devaient tous se contaminer, comme ça on n'en parlerait plus, etc. Mais il va se passer, entre guillemets, la même chose que l'été dernier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque les jeunes sont nombreux à être contaminés, ils vont contaminer les moins jeunes. Et à partir de là, vous allez avoir une augmentation de la pression sanitaire. Y compris avec la vaccination. Parce que tout le monde n'est pas encore vacciné, on va y venir. Mais donc vous allez avoir une augmentation de la pression sanitaire, une augmentation des cas graves et des hospitalisations. Ce que je constate en France, c'est que les hospitalisations ont arrêté de baisser. Là, depuis 24-48 heures, c'est encore frais, mais les hospitalisations ont arrêté de baisser. Donc ça ne correspond pas aux chiffres qu'on avait hier. Ça correspond aux chiffres dont je dispose depuis hier soir, comme tous les jours, par SPF. Par ailleurs, on enregistre une petite hausse de l'activité de SOS Médecins, notamment en Île-de-France. Ce qui montre quoi ? Ce qui montre que l'épidémie est effectivement en train de repartir. Vous dites, on est à environ désormais 3000 nouveaux diagnostics par jour. Mais avec la tendance épidémique de ce variant Delta, qui est beaucoup plus contagieux que le Covid-19 auquel nous avions affaire l'été dernier. Avec ce variant Delta, les 3000 cas pourraient devenir 6000 cas dans une semaine, 12 000 cas dans 15 jours, et monter au-dessus de 20 000, voire plus de cas au début août, si nous n'agissons pas. Attendez, 20 000 cas début août, c'est quand même pas rien, et voire 30 000 cas début août ? Ça pourrait, dans le pire des scénarios, avec un R, c'est-à-dire un facteur de reproduction du virus, qui resterait proche des 2, et si le virus continue de diffuser à son rythme actuel. Donc, mais 30 000, attendez, je ne fais jamais de pronostics, vous le savez, je ne fais jamais de prévisions, et je m'en suis toujours bien gardé. Par contre, je lis les chiffres, et je regarde aussi ce qui se passe autour de nous. Prenons quelques exemples de pays autour de nous. La Grande-Bretagne, par exemple. Prenons la Grande-Bretagne, qui était tombée à quelques 1000 cas par jour, ou 2000, et qui est désormais à 30 000 cas par jour. On peut arriver à ça. Nous avons 4 semaines environ de décalage avec l'Angleterre, ce qui vous permet de voir ce qui peut arriver. Et en Angleterre, je constate qu'il y a une augmentation maintenant de la pression sanitaire, décalée par rapport à la pression épidémique, grâce à la vaccination, mais qui commence à augmenter de 30-40% par semaine, avec déjà des hôpitaux dans certains endroits de l'Angleterre qui déprogramment les soins pour faire face à une vague à venir. Alors, une question. Alors, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, l'Angleterre est l'un des pays d'Europe où le taux de vaccination est le plus important. Alors, comment ça se fait qu'en dépit de ça, eh bien, le nombre de contaminations arrive à 30 000 par jour? Ce qui est sûr, c'est que la vaccination préserve des formes graves, à plus de 95% des cas. Et donc, je l'ai dit et je le redis, la vaccination, c'est l'outil majeur contre le confinement. Si on est tous vaccinés, plus personne n'est confiné. N'est contaminé. Et plus personne n'est contaminé. En tout cas, il peut y avoir des contaminations, mais en nombre beaucoup plus restreint. C'est pas du 100%, mais du 95%. Mais quand vous avez un virus qui va toucher 50 000, 100 000 personnes par jour, même si vous n'avez que 5% de formes graves grâce à la vaccination, ça fait quand même des cas graves. Mais si vous n'aviez pas la vaccination, vous n'auriez pas 5% de gens vaccinés qui feraient des formes graves. Vous auriez beaucoup plus de cas graves et vous auriez une vague avec la contagiosité de ce virus qui serait terrible. Donc 5% sur 30 000, ça fait 1500. Ça veut dire que, oui, mais on ne peut pas faire ce rapport on peut pas faire cette règle de 3 non plus. Alors, je regarde aussi ce qui se passe en Espagne. L'Espagne enregistre une augmentation assez spectaculaire du nombre de cas dans certaines régions, notamment la Catalogne. Elle a été obligée de prendre des mesures de restriction. Les Pays-Bas, on m'annonce aux Pays-Bas une augmentation de 800% des diagnostics réalisés sur une semaine, ce qui
inquiets. Ils sont passés de quelques 1500 à 10 000 cas. Il faut voir comment les choses évoluent dans la durée, mais ce qui montre bien que ce variant est très contagieux. Le Portugal. On va prendre un exemple. Le Portugal aussi, qui a une augmentation importante du nombre de cas. Je regardais ce matin que ça a arrêté de baisser en Allemagne, en Suisse, en Belgique. Je ne sais pas s'ils sont à leur tour sur un départ épidémique, mais j'ai vu que le nombre de cas avait arrêté de baisser depuis 3 ou 4 jours. On va plus loin, Frédéric Aziza. On va aller en Australie, qui est un pays qui est dans la stratégie zéro Covid, isolé. Le variant Delta est arrivé en Australie. Ils viennent d'annoncer qu'ils mettaient à nouveau le port du masque obligatoire à Brisbane, qu'ils considèrent qu'ils vont confiner des villes australiennes. Ils ont un nombre de cas qui est en augmentation. Alors, ils ont très peu de cas, mais ça augmente, la dynamique est haussière. Donc, ça veut dire que nous faisons face à un ennemi, presque un ennemi nouveau au fond, pas dans la nature des symptômes, pas dans la nature, dans sa façon d'infecter les gens, et pas dans sa capacité à être battu par la vaccination. Mais c'est un ennemi nouveau parce qu'il est beaucoup plus contagieux. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que plus vous avez de gens malades, plus vous aurez de gens malades qui font des formes graves, même s'il y a une décorrélation entre les cas graves et les diagnostics grâce à la vaccination. Donc vous nous annoncez quelque part un scénario catastrophe, et puis quand on vous entend, on dit la 4e vague que vous avez annoncée pour la fin juillet, elle est déjà là. Je vous dis que nous sommes au départ de quelque chose qui ressemble à une vague épidémique. Une 4e vague. Départ, mais nous avons les scientifiques qui travaillent d'arrache-pied à nos côtés, notamment de l'Institut Pasteur, qui permettent de faire des modélisations et qui montrent que même si on arrivait à baisser de 15 ou 20% la dynamique épidémique actuelle, nous pourrions repousser une vague hospitalière, amoindrir la vague hospitalière et sauver de nombreuses vies. 15 à 20% de réduction de la contagiosité de ce virus. Or, nous savons comment faire aujourd'hui. Allons-y. C'est le gel hydroalcoolique, c'est le port du masque lorsqu'il est requis, c'est la distanciation sociale, c'est faire attention les uns aux autres, et puis la vaccination de masse, qui est un outil qui permet de lutter contre cela. Je vais vous dire même quelque chose. Si nous n'avions pas de vaccin, et si le monde faisait face à une vague du variant Delta avec sa contagiosité actuelle et sa dangerosité, nous aurions une vague qui serait bien plus importante que la première vague. Bien plus importante. La vaccination, elle nous préserve déjà d'avoir un raz-de-marée épidémique dans le monde. Je ne parle même pas de la France, je parle du monde. Et donc, plus cette vaccination est intense et plus cette vaccination protège de nos concitoyens, plus on se met à l'abri d'être emporté. Alors, la vaccination, justement, un débat est lancé depuis quelques semaines autour de l'obligation vaccinale, la vaccination obligatoire pour les soignants. Est-ce que vous confirmez qu'un projet de loi qui va aller dans ce sens sera présenté mercredi en Conseil des ministres? Vaccination obligatoire. Je peux vous confirmer que c'est une piste de réflexion et que les choses seront tranchées demain, puisque demain, lundi matin, il y aura un Conseil de défense et de sécurité nationale exceptionnel, dirigé par le président de la République. J'y participerai évidemment. Je rapporterai un certain nombre d'éléments, un certain nombre de propositions également. Lesquels? En termes de passe sanitaire, en termes de vaccination des soignants ou d'autres publics, et en termes de conditions d'isolement, en termes ça fait partie des discussions qui sont sur la table. Et attention, je fais vraiment la différence entre l'échange de fonds sur des discussions et des propositions et des décisions qui, je le pense, j'imagine, vraisemblablement seront annoncées par le président de la République demain soir, puisqu'il a annoncé qu'il s'exprimerait devant les Français demain soir. Donc, parce que si Emmanuel Macron parle aux Français demain soir, c'est qu'il va annoncer des choses, ce ne sera pas forcément des choses agréables. Plutôt désagréable. Tout ce qui va dans le sens de la protection de nos vies, de la protection de notre pays, tout ce qui permet d'éviter de revivre ce que nous avons revu, ça peut être dur, mais pour autant, ça peut être absolument nécessaire. Absolument nécessaire. Quelques questions. Quelles autres professions pourraient être concernées par la vaccination obligatoire? On parle d'une obligation vaccinale imposée au personnel des établissements recevant du public, les ERP, qui désignent en droit français les lieux publics ou privés accueillant des clients ou des utilisateurs autres que les employés. Ça peut être les établissements tels que les cinémas, les théâtres, les magasins, les bibliothèques, les écoles, les universités, les hôtels, les restaurants, les hôpitaux, les gares ou éventuellement les lieux de culte. Est-ce que vous confirmez? Alors, je ne vous confirmerai rien, parce qu'il y a un conseil de défense et de sécurité nationale. C'est vraiment, encore une fois, un lieu d'échange, de discussion, de prévision et de prise de décision. Donc, je n'ai rien à vous annoncer la veille d'un conseil de défense qui doit permettre justement de prendre des décisions. Mais vous dites qu'il y a des pistes envisagées. Est-ce que cette piste est envisagée? On va juste, si vous en êtes d'accord, prendre une minute pour comprendre le raisonnement qui est le nôtre. Il y a des gens qui sont très fragiles de par leur âge ou leur maladie. Ces gens-là, en écrasante majorité, sont vaccinés. Mais parce qu'ils sont, par exemple, très âgés, l'immunité qui leur est accordée par la vaccination est un peu moins bonne que celle que vous avez parce que vous êtes vacciné ou que j'ai parce que je suis vacciné. Et donc, il nous faut à tout prix protéger ces personnes qui n'ont pas demandé à tomber malades, qui se sont même vaccinées et qui restent malgré tout fragiles et exposées, d'accord, en France et dans le reste du monde. Et donc, la question, c'est comment nous faisons pour renforcer la vaccination des gens qui travaillent à leur contact.
et qui passent leur journée à leur contact. Donc pas seulement dans les hôpitaux. Hein. On a reçu, moi j'ai reçu les 7 ordres professionnels, médecins, pharmaciens, kinés, pédicures, podologues, sages-femmes, etc. Et j'ai reçu les 8 fédérations d'établissements hospitaliers et du domicile, qui se sont engagés en nous disant il faut renforcer la vaccination de tous les professionnels de santé, du soin, de l'accompagnement, en EHPAD, à l'hôpital, au domicile, y compris les accompagnants, et ils appellent à la vaccination obligatoire de ces publics compte tenu de la couverture vaccinale insuffisante aujourd'hui. Donc ça, c'est je dirais, c'est le cœur de notre réflexion aujourd'hui, puisque c'est ce qui vise à protéger des gens, et on est dans la continuité de ce qui existe déjà dans la loi pour d'autres maladies de vaccination obligatoire. Est-ce qu'il faut aller au-delà de ces professions? Ça fera l'objet de discussions demain. Le Premier ministre a consulté les partis politiques, les collectivités locales, j'étais à ses côtés. La ministre du Travail a consulté les organismes et les organisations syndicales, et donc nous ferons le point demain avec les données des scientifiques. Est-ce que vous dites comme Bernard Kouchner qui s'exprime aujourd'hui dans le JDD, je le cite, et donc il a été votre prédécesseur, l'un de vos prédécesseurs au ministère de la Santé, je le cite, il faut sortir de cette gloriole virile qui consiste à se vanter de ne pas être vacciné, et il dit aussi il faut obliger tous les Français à se faire vacciner, donc au-delà des soignants, des personnels qui rencontrent le public. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, il y a une partie, environ 15-20% des Français qui ne veulent pas du vaccin pour des mauvaises raisons, mais qui ne veulent pas du vaccin quoi qu'il arrive. Et qu'il y a encore 15% des Français qui sont prêts à se faire vacciner, mais pas tout de suite. Certains ont peur. Alors j'entends beaucoup de choses. J'ai entendu beaucoup de choses qui portaient sur des jeunes femmes, par exemple, qui ont peur et qui m'ont fait, je vois des remontées par les réseaux sociaux, d'être stériles. Alors je leur dis, il n'y a aucune interaction, entre un brin d'ARN messager qui va permettre de produire un anticorps dans vos cellules immunitaires et l'appareil reproductif féminin. Ça ne provoque aucun désordre hormonal, aucun désordre anatomique, il n'y a aucun risque de stérilité. Mais ça, ce sont des arguments qui, à la base, insidieux, ont été brandis, ont été amenés dans le débat public par des cils complotistes, par des pimpins ou par des gens qui sont, pour le coup, dans une démarche presque d'agression de notre population et qui répondent parfois à des objectifs qui sont des objectifs très sombres. Et donc, qui diffusent de la fausse information, qui distillent le doute ça et là. Je dis juste que vous avez des grands noms de la santé, même des grands noms de la santé qui se sont illustrés dans leur combat pour la transparence en santé. Je pense à Irène Frachon, par exemple, qui a appelé très clairement à la vaccination. Vous n'avez pas aujourd'hui un scientifique sérieux, c'est-à-dire qui n'ait pas été radié par le Conseil de l'Ordre ou qui n'ait pas perdu son poste depuis des années à l'hôpital pour bien d'autres raisons. Vous n'avez pas un scientifique sérieux qui vous dise que le vaccin peut vous tuer, vous rendre stérile. Donc il faut arrêter avec ça. Il faut y aller maintenant. Et ce que je dis vraiment comme message, c'est tous ceux qui attendent ne doivent pas attendre parce que la vague monte. Et que si nous attendons d'être à 20 000, 30 000, 40 000 contaminations, il y aura des gens qui seront contaminés par le virus, qui auraient pu ne pas l'être s'ils avaient été vaccinés. Et vous avez des jeunes qui feront des Covid longs. Et vous avez une étude ce matin qui montre que 2 mois, 3 mois après la contamination, votre rythme cardiaque est excessif au repos. Ça veut dire que ça peut vous pouvez perdre le mot quand vous parlez à votre travail, en entreprise. Vous pouvez chercher vos mots. Vous pouvez être trop fatigué pour aller travailler. Vous pouvez être trop fatigué pour faire du sport. Vous pouvez avoir des troubles de la sexualité. Vous pouvez avoir... Non mais, je veux dire, c'est ça aussi les conséquences qui peuvent toucher, y compris des jeunes. Tout le monde n'a pas ça, évidemment et fort heureusement, mais vous avez quand même des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui, parce qu'elles ne sont pas vaccinées, vont attraper le variant Delta et qui présenteront ensuite pendant des mois ces difficultés de santé. Des mois, des années, éventuellement, on n'a pas assez de recul. Donc, alors, justement, aujourd'hui, pour reprendre ce qui se passe aujourd'hui, on a entre 15 et 25 morts par jour. Si on arrive dans cette 4e vague, avec les chiffres que vous indiquiez tout à l'heure, 20-30 000 cas par jour, le nombre de morts peut s'accroître énormément. On peut revivre quelque chose qui a ressemblé à la première ou la deuxième vague. Ça veut dire 300, 400, 500 morts par jour. On peut connaître à nouveau une vague avec des dégâts sanitaires. Avec, encore une fois, je reste prudent parce que l'impact de la vaccination est nouveau sur cette vague. Mais comprenez encore une chose. La vaccination nous permettrait, grosso modo, si on avait 100 000 cas par jour, d'avoir un impact sanitaire de si on avait 20 000 cas. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça veut dire que ça réduit l'impact sanitaire, très fortement, c'est pour ça que c'est utile, mais si la vague est très haute en termes d'épidémie, parce que le virus est très contagieux, on aura quand même un impact sanitaire. Et comme la vaccination préserve aussi des contaminations, de la transmission, vous avez 12 fois plus de risques de transmettre le virus si vous n'êtes pas vacciné. 12 fois plus de risques. Donc, si on était tous vaccinés, on réduirait tellement la circulation de ce virus qu'on n'en parlerait plus. Alors, on parlerait de la finale de l'Euro, on parlerait du Festival de Cannes avec des gens qui ont sûrement des trucs plus intéressants à dire. On parlerait des vacances des Français, on aurait des reportages sur la baie de Somme, comme on aime bien écouter. Non, mais vous voyez ce que je veux dire ? On retrouverait une insouciance collective et surtout, on se concentrerait sur la reprise économique de notre pays. Justement, alors, par rapport à la vaccination, l'Académie de médecine propose, c'est pas rien quand même, l'Académie de médecine, elle propose la vaccination obligatoire pour tous les Français dès l'âge de 12 ans. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, je ne suis pas favorable à la vaccination obligatoire pour tous les Français. Aucun Pourquoi? pays au monde n'a mis en place, sauf, je crois, l'Arabie Saoudite, de mémoire, je ne vais pas dire de bêtises, ou c'est les Émirats, je ne sais plus. Mais aucun pays européen, en tout cas, n'a mis en place de vaccination obligatoire Pourquoi? de toute sa population. Parce que c'est pas Mais possible. qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi, Frédéric Aziza? Ah, Imaginez, vous me dites, moi, je ne me fais pas vacciner. Docteur Je fais quoi? Véran, dites-moi ce que ça veut dire. Non, mais la vaccination obligatoire Ça veut dire des sanctions. gens, je ne sais pas. Moi, je sais ce que ça veut dire, exiger d'être vacciné pour pouvoir rentrer dans des lieux collectifs pour protéger les autres. Ça, je sais ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si on me dit, si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez pas aller en discothèque avec 300 personnes que vous risquez de contaminer, je comprends ce que ça veut dire. Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez pas rentrer dans un lieu public où il va y avoir un grand brassage de population, ça encore, je le comprends. Mais si on me dit, si vous n'êtes pas vacciné, vous n'avez pas le droit d'aller travailler, vous n'avez pas le droit d'emmener vos enfants à l'école, je ne sais pas ce que ça signifie. Donc, encore une fois, hostile. mais c'est même pas une question d'hostilité, c'est que je fais de la politique pour pouvoir mettre en place des mesures que je sais appliquer. Après, si on m'explique que c'est faisable, voilà. Mais aujourd'hui, ça n'est pas le cœur de notre réflexion, très clairement. Aujourd'hui, la vaccination obligatoire, elle peut s'expliquer pour les soignants, encore une fois, au sens large, pour peut-être des gens qui travaillent au contact des publics très très fragiles. C'est vraiment la priorité pour nous, là. La vaccination. Alors, justement, par rapport à ce débat autour de la vaccination, il y a autre chose derrière. Vous en avez parlé tout à l'heure, c'est le pass sanitaire. Est-ce que et quand je vous ai entendu, je me suis dit, tiens, il confirme quelque part, Olivier Véran, que la question de son extension est envisagée. C'est juste ou pas? La question a été posée par le Premier ministre au groupe politique. Donc, ça veut dire que l'extension est envisagée. De quelle manière? On en a interrogé. Quand et comment? Nous verrons demain au Conseil de défense et de sécurité nationale. Ça fait aussi partie des synthèses qui doivent être faites. Non, mais je comprends votre impatience. Mais demain matin, vous savez, à cette heure-ci, là, on sera quelques-uns autour d'une table en train de regarder tous les retours parce que nous avons pris le temps de consulter, de concerter pour ne pas brusquer les choses, pour ne pas braquer les Français. Et nous avons pris le temps de cette concertation dont nous ferons le bilan demain. Alors, je vous pose des questions, vous répondez ce que vous pouvez, surtout ce que vous pouvez. Le pass sanitaire est principalement appliqué lors de grands événements, pour entrer en discothèque par exemple, ou pour prendre l'avion. Est-ce que vous confirmez qu'il pourrait devenir nécessaire pour accéder à d'autres lieux publics, tels que les restaurants et les salles de spectacle? Parce que j'ai entendu Clément Beaune ce matin dire à peu près ça. Je peux vous dire que la réflexion qui est la nôtre aujourd'hui, c'est que si nous étions face à une vague épidémique, est-ce que nous devrions fermer ces lieux-là pour tous les Français comme nous avons eu à le faire au cours des vagues précédentes, ou est-ce que nous pourrions les laisser ouverts aux personnes qui sont vaccinées dans la mesure où elles ne risquent rien? Votre réponse? La réponse est dans la question. Mon opinion à moi, vous la connaissez du fait du raisonnement que je tiens aujourd'hui, parce que les scientifiques nous disent, en fait, si vous fermiez les restaurants, les commerces pour toute la population, vous auriez le même impact que si vous les fermiez que pour les seules personnes non vaccinées. Donc, Gabriel Attal a raison de dire qu'il ne faut pas de fracture entre les vaccinés et les non vaccinés. C'est ce qu'il disait la semaine dernière, il ne faut pas de fracture. Bien Ici, sûr, sur Radio J, pas de fracture vaccinale. On risque une fracture vaccinale. Il a raison, il ne faut pas de fracture vaccinale et nous ne visons pas une fracture vaccinale. Donc, pas de fracture. Attendez, on précise pour nos éditeurs, pour ceux qui nous écoutent, pas de fracture vaccinale, c'est-à-dire on ne peut pas faire payer à ceux qui ont été vaccinés le fait que les non-vaccinés ne veulent pas se faire vacciner. Ça veut dire qu'on va continuer à encourager un maximum de personnes à se faire vacciner et que parmi les éléments qui sont de nature à encourager les gens qui ne le sont pas encore et qui hésitent à se faire vacciner, eh bien, il faut qu'ils prennent conscience que s'il y avait une vague épidémique, leur quotidien serait peut-être différent de celui de personnes qui sont protégées contre le virus. Encore une fois, on est dans la logique de l'hypothèse, mais chacun peut comprendre ce raisonnement. Ça veut dire qu'ils ne pourront pas rentrer dans les restaurants dans un certain nombre de lieux publics. C'est ça que ça veut dire? Ça veut dire que nous examinons en ce moment toutes les pistes pour éviter, quoi qu'il arrive, d'avoir à refermer le pays pour tous les Français comme nous avons dû avons été obligés de le faire lorsque nous n'avions pas le vaccin. Pas de fracture vaccinale, et puis se vacciner, c'est un acte citoyen pour vous? C'est un acte sanitaire, c'est un acte de protection pour soi d'abord. Et pour les autres? C'est pas une punition en fait, un vaccin. C'est même plutôt une chance en fait. Je l'ai déjà dit, c'est une chance pour l'humanité. C'est 100% vacciné, 0% confiné. Et alors pourtant, vous dites 100% vacciné. Et ça monte la vaccination, Frédéric Aziza, parce que je voudrais pas qu'on imagine que ça s'arrête. Hier, on a encore fait on est remonté à près de 200 000 primo-vaccinations par jour. Ça veut dire que chaque semaine... Non, il fallait 700 000 pour atteindre vos chiffres. Ça veut dire que chaque semaine, il y a entre 1 million et 1,5 million de nos concitoyens qui font la démarche d'aller se vacciner, qui ne l'étaient pas du tout. Donc, ça continue de monter à un bon rythme. Nous sommes sur des bons rails. Nous avons dépassé les 35 millions. Nous allons atteindre les 36 millions de primo-vaccinés. Nous atteindrons largement notre objectif, qui était d'avoir 35 millions de Français totalement protégés à la fin août. Celui-là, c'est bon. Puis il y avait les 40 millions. Et puis il y a les 40 millions. Et moi, je souhaite non seulement qu'on le fasse, mais qu'on le dépasse. Et tous ceux qui sont en état de se faire vacciner, vous aurez du mal à atteindre cet objectif.
Je souhaite non seulement qu'on l'atteigne, mais qu'on puisse le dépasser. Ça ne dépend pas de la logistique, ça ne dépend pas des centres, ils sont ouverts, ça ne dépend pas des médecins, ils font tout ce qu'ils peuvent pour mobiliser leurs patients. Ça dépend maintenant du comportement individuel de chacun d'entre nous, qui consiste à se dire, allez, aujourd'hui, je prends 10 minutes de mon temps et je vais me vacciner. Alors, comportement individuel aussi, c'est un comportement individuel qui peut être la conséquence des déclarations des uns et des autres. Des médecins, mais aussi, quelque part, aussi des leaders politiques. Puis il y a un débat donc autour de l'obligation vaccinale des citoyens qui prend cette tournure politique. Les deux extrêmes, gauche et droite, France Insoumise et Rassemblement National, et puis aussi Debout la France de Dupont-Aignan, sont contre. Mélenchon, Coquerel, Corbière, auquel il faut ajouter aussi le leader de la CGT, Philippe Martinez, considère que d'imposer l'obligation vaccinale aux soignants, c'est les culpabiliser. Marine Le Pen et Dupont-Aignan estiment que c'est immoral. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous répondez aux uns et aux autres ? Est-ce que c'est responsable de la part de leaders politiques de parler ainsi, ou est-ce que c'est une trahison ? La France Insoumise et le Rassemblement National, je le dis ici, ont fait preuve d'une très grande lâcheté depuis le premier jour de cette crise sanitaire. Pourquoi et comment ? Parce qu'ils n'ont jamais soutenu de décisions nécessaires pour sauver des vies de nos concitoyens. Faisant comme si quand vous dites ça, la ça veut France dire était quelque part c'est des criminels, sinon pas... Oh, je ne me permettrai pas. Mais une très grande lâcheté, parce que quand vous êtes élu politique, quand vous êtes au Parlement comme Madame Le Pen, ou comme Monsieur Mélenchon, que vous votez contre l'état d'urgence sanitaire en disant « Ah ben moi je ne vais pas enfermer les gens », que vous votez contre toutes les mesures de protection des Français, et d'ailleurs même contre les mesures de protection économique, le fonds de solidarité, le chômage partiel, etc. Quand vous êtes contre tout, pour comme ça, vous êtes sûr de n'avoir braqué personne. Mais en fait, à la fin, vous avez braqué tout le monde. Parce que l'histoire retiendra que l'extrême gauche et l'extrême droite n'auront pris aucune disposition visant à sauver la vie des Français les plus fragiles, alors que ce sont les Français victimes des inégalités sociales qui ont le plus souffert de cette crise épidémique. Comment vous l'expliquez ? Alors même que si vous regardez partout dans le monde, tous les pays ont pris les mêmes dispositions, sauf effectivement certains pays gouvernés par l'extrême droite, comme le Brésil. Mais allez demander aux Brésiliens comment ça se passe pour eux en ce moment. Mais des pays qui sont très à gauche ou des pays qui sont très à droite ont pris tous les mêmes décisions. À un moment donné, le courage en politique, quand on s'engage en politique, c'est être capable de prendre le risque de ne pas plaire à tout le monde et surtout de ne pas essayer de se faire, je dirais, un peu de public attentif en surfant sur la détresse des gens. Or, ils n'ont jamais été au rendez-vous. Je le dis, c'est dommage parce que la France Insoumise refuse même de participer aux réunions de concertation politique organisées par le Premier ministre. Mais comment vous l'expliquez ? Comment vous l'expliquez ? Mais par de la C'est démagogie. c'est de la démagogie. C'est du populisme. C'est de la démagogie. Dupont-Aignan qui nous fait leçon sur leçon depuis un an, alors qu'au mois d'août dernier, il disait « Si j'étais président de la République, je vous dirais l'épidémie est finie, le virus ne reviendra jamais », et qui 3 semaines après vous regarde en vous disant « Le virus est là parce que la France et le gouvernement ne vous ont pas protégé ». Enfin, ça devient tellement, pardon, mais ridicule que, voilà. Après, il parle à un petit socle, mais qui se restreint, qui se rabougrit jour après jour. Et je note que l'élan populaire en faveur de la vaccination est une gifle qu'ils envoient aussi aux plus populistes d'entre eux qui leur disaient les vaccins, c'est pas bien pour eux. Je dis pas que LFI est contre la vaccination, c'est pas du tout le cas. Mais par contre, dès qu'il a fallu prendre des décisions, entre guillemets, difficiles, qui pouvaient, entre guillemets, diviser, ils n'ont jamais été au rendez-vous. Est-ce que Baby disent vous voulez culpabiliser le personnel soignant ? Vous culpabilisez le personnel soignant ? Non, c'est pas la culpabilisation. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? C'est pas la culpabilisation. D'abord, moi, je suis médecin et je n'arrive pas à concevoir qu'on puisse percevoir un vaccin comme une punition. C'est tout sauf une punition, en fait. Un vaccin, c'est tout sauf une punition. C'est une protection. C'est une chance. C'est une chance. Et être vacciné, c'est une chance incroyable que nous avons grâce à la science. Ensuite, les soignants font un boulot absolument formidable et incroyable, et je les ai revalorisés comme jamais dans l'histoire de notre pays à travers le Ségur de la santé, qui augmente comme les salaires de plus de 200 € net par mois pour tous les soignants. Ce qui est remis en cause par la gauche et aussi la droite. Mais c'est ce qui est remis en cause, non. Une partie de la droite l'a voté fort heureusement, et la gauche dit que c'est pas assez. Eux ont dû en 10 ans réussir à augmenter les salaires de 200 millions d'euros. Nous, en un an, on les augmente de 9 milliards d'euros. Donc, je veux dire, comparaison n'est pas raison. Vous avez, je les attends plutôt à l'heure du bilan. Donc, c'est pas du tout une stigmatisation ou une punition pour les soignants. C'est plutôt de leur dire, vous devez vous protéger vous-même, parce qu'il y en a un grand nombre de soignants qui sont tombés malades pendant la première vague, y compris pendant la deuxième. Ils n'avaient pas encore tous les outils de protection dont nous disposons aujourd'hui. Et ensuite, parce que c'est le cœur même de notre métier que de protéger les gens plus fragiles, qui sont malades ou qui sont faibles. On doit se protéger pour les protéger eux aussi. Donc ça fait partie des obligations. Les ordres ont parlé d'obligations morales, déontologiques, éthiques
Et individuelle. il parle aussi des ordres de vaccination, en tout cas l'Académie de médecine, de tous les Français. Cet axe, LFI, Rassemblement national, Mélenchon-Le Pen, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est l'axe des irresponsables, je rebondis ce que vous disiez, est-ce que c'est l'axe de ceux qui jouent avec la vie, la santé des Français? En tout cas, je ne fais pas confiance à ceux qui vivent de la peur et des problèmes pour trouver les solutions. Ils vivent de la peur, Mélenchon et Le Pen? Le Pen plus que Mélenchon, je fais comme la différence entre Ouais. Mélenchon et Le Pen. Mmh. Évidemment, entre l'extrême droite et cette... je ne sais même plus si c'est l'extrême gauche, Mélenchon aujourd'hui. Pour moi, la gauche, moi qui viens de la gauche, je me fais une autre idée de la gauche. La lutte contre les inégalités sociales, ça passe pas par le populisme et ça passe pas par une forme de légitimation de la violence sociale. Au passage, d'ailleurs, Il faut apaiser les gens, en fait. Oui, il faut apaiser les gens. Au passage, d'ailleurs, puisque vous parlez de populisme, quand Philippe Juvin, donc, qui est professeur de médecine, mais qui est aussi élu LR d'une ville en Île-de-France, propose 100 € aux jeunes qui pourraient se faire vacciner. C'est une bonne proposition ou c'est du populisme? Non, c'est pas du populisme en tout cas. Je me permettrai pas de le dire. Mais est-ce que c'est une bonne idée à reprendre? En tout cas, moi j'ai demandé aux agences régionales de santé d'examiner avec attention toutes les propositions des collectivités ou des associations visant à inciter à la vaccination. Il y a des endroits où on vous donne des places de cinéma si vous êtes vacciné, des endroits où vous avez des places pour le concert de Céline Dion, pour un match de foot, des endroits qui peuvent organiser des loteries. Moi, je ne souhaite pas que nous organisions un système national. Ça, je pense que d'ailleurs, j'ai fait ce qu'on appelle en affreux anglais le benchmark de ce qui avait été fait à l'étranger, notamment en Allemagne. Ça marche pas Donc vraiment. il faut que ça soit au niveau Par local contre, ou régional. des actions très locales avec des bonifications pour des gens qui sont vaccinés, etc. Ça peut fonctionner. Donc moi, j'ai demandé vraiment aux agences régionales de santé, dans les limites de l'éthique évidemment, d'accueillir plutôt favorablement tout ce qui permettrait de renforcer la vaccination. Niveau local, ça veut dire que, on va traduire, c'est les communes, les départements et les régions qui payent. Les entreprises, les associations qui peuvent monter des opérations pour promouvoir la vaccination. D'ailleurs, par rapport aux questions d'argent, qu'est-ce qu'il en est de la gratuité des tests PCR ou antigéniques dits de confort? Est-ce que vous confirmez qu'ils seront payants à partir de la rentrée de septembre? Ils sont déjà payants pour les touristes étrangers venant en France depuis le 7 juillet. Oui, ils sont payants, mais les tests coûtent le moins cher d'Europe. Hein. Et C'est quand on va à l'étranger, 28 € le test antigénique, 48 le test et PCR. quand on va à l'étranger, pour ceux qui nous écoutent, c'est en Espagne entre 100 à 120 €. Entre 100 et 200 €. Au Moyen-Orient, c'est 100 à 120 €. En France, vous pouvez vous Et faire ailleurs tester dans pour le monde, 28 c'est €. exactement la même chose. Vous pouvez vous faire tester pour 28 €. Aujourd'hui, on est dans une épidémie qui repart. Donc moi, je souhaite qu'on fasse un maximum de tests pour pouvoir suivre l'épidémie. C'est un indicateur qui est précieux pour nous. Donc c'est pas au moment où l'épidémie repart qu'on dérembourse des tests ou qu'on réduit l'accès pour les Français. En revanche, qu'on ait ce raisonnement qui consiste à se dire, écoutez, maintenant que vous a proposé le vaccin un nombre incalculable de fois, vous voulez aller en discothèque, vous ne voulez pas vous faire vacciner, le test, vous allez finir par le payer. Ça finira par arriver. À la rentrée? C'est pas tout de suite. Moi, on m'a dit à la rentrée. Ben, ça dépend. En fait, Septembre. moi, je suis pas accroché à une date, je suis accroché à une logique. La logique, Il y a c'est... l'efficacité aussi. Non, mais la logique, c'est à quel moment est-ce que ça fait sens du point de vue de l'épidémie. Voilà. Et on le fera au moment où ça fait sens du point de vue de Vous qui êtes l'épidémie. médecin, qui est ministre de la Santé, qui voyez toutes les études arriver, ça fera sens à partir du mois de septembre? Moi qui suis médecin et qui veut garder la crédibilité que j'ai depuis que je gère cette crise en ne faisant pas de pronostic quand je n'ai pas de certitude, je ne ferai pas de pronostic de date. D'ailleurs, si vous avez 20 ans aujourd'hui, puisqu'on parle des tests, vous avez parlé des boîtes de nuit, vous iriez en boîte de nuit ou pas? Si j'avais 20 ans, ce risque, vacciné avec un pass sanitaire, oui. Ouais. Vacciné, parce que si je suis vacciné, même si quelqu'un avait passé les barrières et n'était pas vacciné, je suis protégé. Et alors, je suis protégé, Frédéric. Elle est là la différence. Si je suis vacciné, mais j'ai pas de crainte particulière. Je suis jeune, je suis vacciné, je suis protégé contre le virus, je vis ma vie. Si je ne suis pas vacciné et que je vais dans des lieux où je peux rencontrer des gens qui ne sont pas vaccinés, qui peuvent avoir le virus, là, quand même, avec tout ce qu'on connaît du virus, je commencerai à me dire, j'ai pas envie de me taper une semaine au lit et peut-être 2 mois, 3 mois, voire 6 mois à être KO debout parce que j'aurais gardé des séquelles, parce que ça touche les jeunes. Donc là, je n'irai pas, mais parce que évidemment, je me ferai vacciner si j'avais 20 ans. Est-ce qu'on est le 11 juillet, en plein été, est-ce que les Français peuvent partir en vacances l'esprit libre, Olivier Véran? Ils peuvent partir en vacances l'esprit le plus libre possible parce qu'ils ont morflé tout au long de cette année, parce que ça a été une année qui était encore extrêmement compliquée, parce qu'ils ont été d'un courage, d'une solidité, d'une solidarité, de ce qu'on appelle la résilience, qui a défié tous les pronostics.
Moi, un certain nombre de collègues me disaient, quand on mettait en place des mesures de restriction, les Français ne les respecteront jamais, etc., etc. En fait, c'est aussi, vous avez dans des communes rurales, dans des communes de 300 habitants, des gens qui ont accepté de se confiner pendant des semaines pour protéger la population qui était la plus touchée dans l'agglomération à côté. Enfin, il n'y a pas eu de fracture entre les gens. Ils se sont tous protégés et ils ont tous cette démarche à la fois de protection pour eux et pour leurs proches, mais aussi cette démarche altruiste de protection des autres. Donc oui, ils doivent souffler, mais pour bien souffler, qu'est-ce qu'on fait? On respecte les gestes barrières. On se lave les mains. Éventuellement la vaccination. On ne met pas le masque. Ouais. Évidemment, on part vacciner. Évidemment. Hein, on est beaucoup plus libre quand on a été vacciné. Ça vous a pas fait ça, vous? Une fois que vous avez été vacciné, vous n'êtes pas senti beaucoup plus léger? J'avais hâte de me faire vacciner, comme beaucoup de monde. Ben voilà. Hein, et donc, les gens me le disent d'ailleurs. Hein. Ouais. Hier, j'étais au musée, je suis allé au musée d'Orsay voir une expo, et les gens venaient me voir en disant, je suis vacciné, j'ai eu mes 2 doses. Hein. J'ai eu mes 2 doses. Et en fait, ils étaient contents parce qu'ils disaient, mais on se sent quand même plus léger une fois que c'est fait. Ouais, et puis il y a pourtant des gens qui disent non, moi le vaccin, jamais. Et alors on voit ce qui se passe aussi en Europe, vous en parliez tout à l'heure. De nouvelles mesures de restriction ont été décidées, notamment en Espagne, au Portugal, aux Pays-Bas, comme vous l'avez dit. Malte impose la vaccination pour entrer dans son territoire. Qu'est-ce que vous en pensez de cette décision prise par le gouvernement maltais? Est-ce que ça pourrait être étendu à l'ensemble de l'Europe? Est-ce que Malte peut donner des idées à d'autres pays européens? D'abord, la France est le pays qui protège le mieux ses frontières depuis le début de la crise. Et souvent, on a été montré du doigt parce qu'on fermait nos frontières, on durcissait les conditions d'entrée sur le territoire. On vous avait dit, notamment Éric Ciotti, il faut fermer la frontière italienne. Mais ça n'a pas été fait il y a 1 an et demi. Non, mais on a mis en place des mesures vis-à-vis de l'Angleterre, par exemple, immédiatement, quand il fallait. On a toujours été un pays leader en matière de ça. Alors, Ensuite, on a fait un gros travail de coordination à 27 pays européens pour avoir un pass sanitaire qui permet à chacun de circuler. Malte, moi, je ne vois pas d'un bon œil ce qu'ils sont en train de faire. D'une part, parce que c'est pas très solidaire pour les copains européens. Est-ce que vous souhaitez qu'ils renoncent à ça? En tout cas, au moins qu'ils acceptent les gens qui ont eu une infection ancienne et une dose. Parce que là, ils ne reconnaissent pas le fait d'être protégés en ayant eu le Covid et une dose, alors que toutes les études scientifiques publiées au niveau mondial montrent que votre niveau de protection, si vous avez eu le Covid et une seule dose, est plus important encore que si vous n'avez pas eu le Covid et vous avez eu 2 doses. D'autant plus, donc ça n'a pas sens d'un point de vue sanitaire. D'autant plus, il faut dire à nos auditeurs, quand vous avez eu le Covid, on vous impose une seule dose. Ouais. Les 2 doses, vous ne les avez pas. Bah oui. Voilà. Donc ça n'a pas de sens du point de vue sanitaire. Ce que et puis c'est une île, donc ils se permettent entre guillemets de faire quelque chose. Honnêtement, Frédéric Azizin, vous imaginez si la France disait on rétablit toutes les frontières terrestres entre la France et l'Italie, entre la France et l'Espagne, entre la France et la Belgique, entre la France et les Pays-Bas. Donc on boucle toutes les routes. Donc est-ce que c'est vrai que on met de la police de partout et on file les gens à l'unité alors que vous avez des dizaines de milliers de personnes qui travaillent en tant que frontaliers. Ça fait pas sens. Donc on a mis en place un dispositif qui fonctionne, qui est ce pass sanitaire, qui fait que pour circuler, il faut avoir été vacciné ou il faut avoir été testé. Donc, et ça fonctionne bien. Donc, on va continuer de travailler avec nos amis maltais pour qu'ils renoncent à ça. En tout cas, ils se sont engagés dans une coordination européenne. Ce serait bien qu'ils la suivent jusqu'au bout. Et on aura une réponse quand d'ici dans la semaine prochaine? Je ne suis pas gouvernement maltais. Hein, je ne sais pas. Alors, on ne comprend pas très bien non plus la stratégie du gouvernement en ce qui concerne les vacances des Français de cet été. Leur conseillez-vous ou pas, comme Clément Beaune, d'éviter d'aller en Espagne ou au Portugal? Et je viens en fait de vous apporter la réponse à travers ce que je vous ai dit. Le pass sanitaire nous permet de circuler librement dans l'Union européenne sous condition d'avoir été vacciné ou d'avoir été testé. Donc ça veut dire que vous pouvez de fait circuler en Espagne et circuler au Portugal. Il y a des endroits... Donc Clément Beaune a commis une erreur. Il n'a pas fait... Je ne suis pas sûr qu'il ait voulu dire ce qui est... Bon, bref, en tout cas, il a été très clair derrière. C'est ce qui compte. Et c'est important, effectivement, d'avoir de la clarté dans la période. Ce qui est certain, c'est que dans l'Union européenne, au cours de l'été, vous aurez des endroits où ça va flamber et des endroits où ce sera plus calme. Et les endroits qui vont flamber vont peut-être ensuite être plus calmes, etc. etc. Donc, les gens font attention à ce qu'ils font quand ils vont dans des endroits où il y a beaucoup de... Est-ce que c'est vrai qu'en Grèce, ça peut flamber? Ça peut flamber partout, Frédéric Azizin. Le variant Delta, il percute aussi bien l'Australie que les États-Unis, que l'Europe du Sud, que l'Europe de l'Est. Ce variant Delta est très contagieux. Et même Israël, qui est l'un des pays où il y a eu le plus de le variant Delta est très contagieux. Et encore une fois, le message, et vraiment c'est ça, hein, c'est pas la vaccination ne sert à rien, regardez le variant Delta. Si on n'avait pas la vaccination, le variant Delta provoquerait un raz-de-marée. Un raz-de-marée au niveau des décès. Au niveau des contaminations, au niveau des cas graves, au niveau des décès. Parce qu'il est beaucoup plus contagieux que les autres. Et la vaccination nous préserve de cela. Et d'ailleurs, on parle, point qui en conséquence de ce que vous dites, on parle du variant Delta, il peut y avoir d'autres variants après qui seront encore plus durs que le variant Delta. Oui, enfin le pire n'est
pas toujours sûr, Frédéric Aziza, et je crois qu'on a assez donné depuis 1 an et demi avec cette pandémie. Si on pouvait se dire collectivement qu'une fois qu'on a battu le Delta, tout va bien. Et de toute façon, je vais vous dire une chose. Le meilleur moyen de ne pas se poser la question de l'arrivée d'un nouveau variant dans 2 mois ou dans 6 mois, le virus, il ne vit que parce qu'il circule entre nous. Si chacun d'entre nous a fermé la porte au virus en se vaccinant, le virus ne circule plus et il disparaît de la planète. Vous savez que tous les virus, tous les coronavirus en circulation dans le monde, cumulés en volume, ça rentrerait dans mon verre d'eau là. Ça rentrerait parce qu'il ne vit pas en dehors de nous. Donc tant que nous sommes des proies pour le virus, des cibles pour le virus, il circule. Et non seulement il circule chez nous, mais ensuite il se développe, il mute pour devenir plus agressif, etc. Si à un moment donné, il ne peut plus trouver de personnes à contaminer, il disparaît. C'est comme ça qu'on vainc les pandémies. On l'a fait dans l'histoire. Il est urgent que nous le fassions pour celle-ci. On parlait des vacances. Il y a une question qui se pose par rapport aux États-Unis. Les citoyens américains peuvent venir en France, les citoyens français, a priori, ne peuvent pas aller aux États-Unis. Est-ce que ça va évoluer ? Ça relève de la politique américaine. Vous confirmez que les Américains ne veulent pas de Français. Ça relève de la politique américaine. Je vois qu'il y a un taux de variant Delta aux États-Unis qui est assez important. Donc les États-Unis ne sont pas en train de protéger leur territoire de l'arrivée du variant Delta. Il est déjà chez eux. Donc il faut qu'ils gèrent la crise sanitaire chez eux en mettant en place aussi des mesures de protection. Les États américains font, selon les États d'ailleurs, des politiques assez variables, mais de façon générale, ils sont actifs contre l'épidémie et de plus d'ailleurs depuis que Joe Biden est devenu président des États-Unis. Ensuite, le principe de réciprocité, moi j'y tiens. Oui, mais il n'existe pas avec les États-Unis. Bah oui, mais on continue d'y travailler. Ça va se régler pendant l'été ou pas ? Vous savez pas. Ils ont dit plusieurs semaines. Plusieurs semaines, donc ça peut être fin du mois d'août. C'est ça. Reste aussi une question qu'on n'a pas abordée tout à l'heure, la question de la légalité de l'obligation vaccinale ou de l'extension du pass sanitaire. Elle divise les juristes. Est-ce que vous êtes certain que juridiquement cela passera sans aucun problème, devant le Conseil d'État ou devant le Conseil constitutionnel ? Ce qui est certain, c'est que si nous voulions modifier le seuil d'application du pass vaccinal, le pass sanitaire, là où il est appliqué actuellement, c'est-à-dire dans les festivals, ça peut relever d'un décret, puisque les parlementaires ont voté la loi. Y compris, là, vous parlez des festivals. Hein. Ouais, donc les festivals d'été. Non, mais si on disait que c'est plus 1000, mais moins, etc., ça peut se faire par donc décret. Ça peut être décidé demain. En revanche, si... je ne sais pas si c'est décidé demain, mais je vous dis juste que ça ne relève pas... La loi qui a été votée par les parlementaires nous permet d'appliquer un pass sanitaire dans tous les endroits cités par la loi et en mettant un seuil par décret. Donc par contre, si nous voulons étendre le pass sanitaire pour d'autres activités qui ne sont pas prévues par la loi, par exemple, il faut une nouvelle loi. D'autres établissements recevant du public. Si vous disiez, on n'entre plus dans tel endroit, si on n'est pas vacciné ou testé, eh bien, il faudrait en passer par la loi. Ça, c'est nécessaire. Et alors, vous parliez tout à l'heure de la... Parce que notre démocratie est bien vivante, contrairement à ce que certains disent. Et à chaque fois qu'on prend des décisions comme celle-ci, on passe par les parlementaires. Oui, et il y a un débat parlementaire. Et on consulte auparavant les partis politiques. Et on consulte auparavant les groupes politiques qui ont la capacité d'exprimer un avis. Donc quand à la fin, certains vous disent on est en dictature, vous ne vous concertez pas, c'est pas vrai. D'où ce projet de loi qui sera débattu mercredi en Conseil des ministres. D'où la possibilité. Vous essayez vraiment de m'arracher les verres du nez. Non, mais c'est une bonne guerre. Ouais. Non, c'est pas une guerre. Hein. D'où la possibilité d'envisager un projet de loi demain au Conseil de défense, mais je ne sais pas encore si telle sera la décision qui sera prise. Vous parliez de la fracture vaccinale tout à l'heure. Est-ce qu'elle n'est pas désormais encore plus risquée qu'auparavant, puisque le variant indien augmente de façon exponentielle? Est-ce que ce risque de fracture nationale n'est pas plus important qu'hier? Ce qui est sûr, c'est que le risque de contamination est très élevé, n'a jamais été aussi élevé pour les gens non vaccinés avec ce variant Delta. C'est-à-dire que vraiment, le risque, si vous n'êtes pas vacciné, que vous attrapiez le Covid à un moment donné, dans les prochaines semaines, est très élevé. Très élevé. Très élevé. Et donc, il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas vaccinés, donc on peut avoir encore beaucoup de dégâts. Beaucoup. Y compris chez les jeunes, et surtout chez les jeunes, puisque c'est les jeunes qui sont le moins... Aujourd'hui chez les jeunes et ensuite chez les moins jeunes, qui, bien que vaccinés, sont plus fragiles parce qu'ils ont une immunité un peu moins forte, un peu moins mature que les jeunes. Donc la fracture entre vaccinés et non vaccinés risque de s'accroître. En tous les cas, je vous dis que la prise de risque par les gens qui ne sont pas vaccinés aujourd'hui est très très importante. Avec aussi quelque chose dont on parle peu. Vous savez, mais le pire, juste une seconde, c'est que
Le pire, c'est que je vois dans les réseaux, dans les courriers que je reçois, les gens disent vous nous faites peur parce que vous voulez qu'on nous force à nous vacciner. En fait, non, on vous apporte l'information. Libre à vous de la croire ou pas. Hein. On a toujours le droit de croire autre chose que la science et de se référer à des gourous. Hein. Parce que moi, je parle de gourous. Il y a certains députés qui sont transformés en gourous, certains pseudo-scientifiques qui sont transformés en gourous, qui ont eu tort depuis le premier jour, qui se sont plantés sur tout et qui continuent. Il y a une députée qui était une ancienne députée LaREM, Martine Vonner, qui vous cible tous les jours sur la vaccination. Vous pensez à elle ? Je ne cite personne en particulier, je leur accorderai même pas l'importance de les citer. Mais les gens peuvent avoir l'impression qu'on veut entre guillemets les forcer. Pas du tout, c'est plutôt un message d'alerte. On vous dit les choses. Vous ne pourrez pas nous dire qu'on ne vous a pas prévenu. Je le dis aux Français qui ne sont pas vaccinés, ne pas vous protéger aujourd'hui, c'est prendre un risque majeur d'attraper le Covid. Et dans la situation actuelle, c'est prendre un risque sérieux si vous êtes jeune, d'avoir des séquelles avec un Covid long, et si vous êtes âgé, fragile, ou avec des maladies chroniques, c'est vous prenez un risque pour vous-même de développer des formes graves qui peuvent vous emmener en réa. Ce n'est pas pour faire peur inutilement aux gens, c'est pour vous dire que c'est un risque maintenant qui est devenu quasiment individuel, parce que collectivement, on a une couverture vaccinale qui commence à être bonne, mais pas suffisante pour enrayer l'épidémie. Mais il y a beaucoup de gens qui, parmi nous, sont protégés contre ces risques-là. Et il y en a qui ne veulent pas se protéger. Donc je leur dis, vous prenez ce risque, voilà, maintenant c'est votre décision, mais vous savez ce que vous faites. Alors il y a aussi une fracture vaccinale dont on parle peu, c'est la fracture vaccinale nord-sud. En Afrique, seuls 2% de la population est immunisée. Quel risque ? Ils sont énormes, et surtout quelle solution ? D'abord, l'Europe est le premier producteur et le premier exportateur de vaccins. Et c'est le premier donateur de vaccins. Et la France a pris toute sa part, à l'initiative du président de la République, Emmanuel Macron, qui insiste depuis le premier jour pour qu'on mette des mécanismes de solidarité via ce qu'on appelle le dispositif COVAX, et qui fait qu'on livre des millions de doses de vaccins. Avec la question aussi autour des brevets, est-ce qu'il faut... On livre des millions de doses. Oui, enfin, attendez, les pays qui appellent à lever les brevets n'ont pas donné un seul vaccin aux pays pauvres. D'accord ? Nous n'avons pas de brevet. Les Américains ont commencé à en donner. Nous n'avons pas de brevet propre à défendre. Par contre, ce qui est sûr, c'est que nous donnons des vaccins en plus. Donc, on n'a certainement pas de leçons à recevoir de ce point de vue-là. D'ailleurs, les pays africains le savent, qui nous sont reconnaissants de tous les efforts faits par la France et par l'Union européenne en la matière. Non, parce que il faut vacciner l'Afrique. Le risque, c'est qu'une nouvelle vague arrive d'Afrique, justement. Il faut vacciner l'Afrique, et il faut d'autant plus vacciner l'Afrique qu'on a vu l'année dernière qu'au cœur de l'été avaient émergé des variants issus de pays, d'ailleurs pas que d'Afrique, d'Amérique du Sud aussi, qui ensuite sont arrivés en Europe. Donc oui, de toute façon, il faut vacciner la planète. Plus de 3 milliards d'injections ont été faites sur notre planète. Si on nous avait dit il y a un an, Frédéric Azizac, qu'en juillet 2021, il y aurait eu plus de 3 milliards d'injections sur la planète, près de 60 millions d'injections réalisées en France. Beaucoup ne l'auraient pas cru, ça vous voulez dire. On nous aurait pris pour des fadas. Alors, 2-3 dernières questions. Ce rebond de l'épidémie avec la perspective d'une 4e vague qui est là, d'après ce que vous disiez, est-ce qu'elle ne rend pas impossible toute nouvelle réforme d'ici la fin du quinquennat ? Non, elle ne rend pas impossible toute nouvelle réforme. Ah bon ? Y compris la réforme des retraites, c'est possible ? J'en veux pour preuve le fait qu'on continue de réformer intensément dans notre pays. On en parle moins, c'est moins visible, mais on bosse toujours beaucoup et le Parlement travaille aussi beaucoup. Énormément de textes sont en cours d'examen au Parlement, ont été adoptés. Notamment de la réforme des retraites. Mais la réforme des retraites est une réforme avec d'autres réformes. Ouais. Enfin, quand on fait la grande réforme sur la transition écologique et environnementale, on parle moins de cela parce que le Covid... Non, mais moi, je parle des réformes à venir d'ici à avril 2022. On va évidemment continuer à réformer notre pays, puisque la solidarité nationale a été telle que vous avez vu que les commerces sont rouverts, que les restaurants ont rouvert, que les artistes peuvent continuer d'aller faire des films ou des pièces de théâtre ou des concerts, qui est formidable, que les salles de sport ont rouvert parce qu'on les a soutenus. Mais là, je vous parlais de la réforme des retraites. Oui, mais je fais le lien entre les deux, parce que pour moi, le quoi qu'il en coûte, je l'ai déjà dit, c'est la plus grande aide sociale de l'histoire de notre pays, en tout cas de l'histoire contemporaine de notre pays, puisqu'on a sauvé des emplois et des commerces. Ça a coûté cher à la Sécu, et une des façons d'équilibrer la Sécu, c'est de travailler un peu plus longtemps, pour qu'on cotise un peu plus longtemps. Donc une réforme des retraites, elle est nécessaire. Mais la question, c'est... je ne suis pas président de la République, Frédéric Azizac. Et donc il faut attendre j'ai fait remonter des propositions et j'en attends les arbitrages. Et alors, la présidentielle sous Covid, est-ce que vous l'envisagez ? Est-ce que c'est possible et qu'est-ce que ça implique ? Si vous en êtes d'accord, je vous propose qu'on considère tous ensemble que dans un an, le Covid sera derrière nous. Ça ferait du bien collectivement. Je me refuse à imaginer qu'on ait d'autres variants et que la vaccination n'ait pas été suffisamment élevée dans notre pays pour qu'on ait... Je vous propose qu'on envisage que cette fois-ci, c'est la DER, comme on dit. Mais cette fois-ci, mais quand C'est-à-dire à l'automne, ce sera terminé ? Je le souhaite. Si nous sommes suffisamment actifs sur la vaccination, si nous continuons d'amplifier cela, nous pouvons y arriver. Et dernière question, sur quoi va se jouer 2022 ? Sur la gestion de la crise sanitaire, donc c'est vous qui êtes au centre de ça, sur l'autorité, le régalien, Darmanin notamment, ou sur le social ?
il peut y avoir Le président de la République aura à défendre, et nous serons à ses côtés pour défendre le bilan du quinquennat. Donc il sera candidat. Qui est un bilan qui aura fait... Je ne peux certainement pas parler à la place du président de la République, mais qui est un bilan qui aura montré qu'à la fois il aura été capable de protéger le pays en crise sanitaire, d'écouter le pays en période de crise sociale avec les Gilets jaunes et de transformer notre pays, comme la haute fonction publique qui s'y était engagée, comme les lois sur l'environnement, les lois dans le domaine du social, les nouveaux risques dans la sécurité sociale, les politiques de solidarité. Tout cela, c'est ce que nous aurons à faire au cours des prochains mois. Merci en tout cas Olivier Véran d'avoir accepté de participer à cette émission. C'était la dernière émission de la saison. On se retrouve à la rentrée pour une nouvelle saison très politique, quelques mois avant la présidentielle, donc une nouvelle saison du Forum Radio J. Bel été en tout cas sur Radio J. Beaucoup, merci. Et prenez soin de vous. Merci.